déversés sur le marché ne rentrent pas du tout dans l'économie réelle. Je le répète, je le dis, ça ne sert qu'à gonfler les bulles d'actifs. Alors, tous ceux qui pensent qu'il y a une partie de cet argent qui va arriver dans l'économie réelle se trompent. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on le sait. Il y a même eu des commissions à un moment qui avaient été organisées par la BOE, par la Banque d'Angleterre, qui avaient demandé un rapport sur le premier QE qu'ils avaient fait en disant combien le pourcentage du QE est arrivé dans l'économie réelle. Et là, réponse des 15 experts, 3%. Et donc, réponse, enfin, conclusion de la BOE, ah ben, on en fait un deuxième. Ça marche si bien. Donc, n'imaginez pas que les QE servent à relancer l'économie. Les QE servent uniquement à acheter ces fameux crédits, ces fameuses obliques, parce qu'il n'y a plus personne qui les achète. Donc, ça n'est plus les Chinois, c'est un tout petit peu les Japonais, parce qu'il faut qu'ils maintiennent leur yen sous pression, mais ce n'est pas les Européens, et donc le plus gros acheteur des obliques américaines, c'est la Fed. Alors, c'est pas ça qui va relancer l'économie américaine. Alors, ne rêvez pas non plus, on va pas faire... il faut qu'on aille vite, donc on ne va pas faire tout un développé, mais ne rêvez pas sur l'indépendance énergétique américaine, parce que c'est faux. Ne rêvez pas sur l'ultra-développement des gaz de schiste, parce que c'est aussi du vent. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes rentré, alors probablement dans la dernière phase de la cavalcade infinie, entre banques centrales, où vous avez vu Janet Yellen qui a plus ou moins suggéré qu'elle allait continuer exactement la même politique et qu'elle n'allait pas arrêter son quantitative easing, et que vous avez instantanément le ministre du Trésor japonais qui a dit « Ah ben si c'est comme ça, j'en remets une couche ». Vous aurez très probablement dans les semaines à venir un monsieur Draghi qui finira par lui aussi en mettre une couche, et comme ça on sera tous sous injection, tous sous drogue, et ça va être la fête pour tout le monde. Hein. Donc il faut vraiment pas se mettre dans une situation où on pense que tout ça, c'est fait pour relancer l'économie. C'est absolument faux. Tous ces QE, toute cette planche à billets n'est qu'une fuite en avant pour essayer de faire monter les actifs. Et pour essayer de faire en sorte de trouver des acheteurs à des émissions anormales. Donc, tant que vous aurez ça, vous n'aurez absolument pas de questions à vous poser sur le fait qu'un jour, peut-être qu'on va diminuer les QE. Non. S'il y a un mouvement qui va se passer, c'est une augmentation des QE, c'est pas une baisse. D'accord? Et donc, vous aurez ça ad vitam aeternam, jusqu'à ce que ça explose en vol. Donc, et forcément, je pense que malheureusement, M. Draghi sera amené aussi à le faire, et pas sous forme de LTRO cette fois-ci, mais sous forme de QE en monnaie du fond. Donc, voilà, sur les résultats et l'économie, notamment américaine, mais vous faites la même chose sur l'économie japonaise, vous faites la même chose sur l'économie européenne. Aujourd'hui, on a tenu, en termes de microéconomie, on a tenu très bien. Comment? Environ tout le monde. Et donc, on a maintenu des marges à des taux assez élevés. Sauf que ça a une conséquence. Quand vous virez tout le monde, vous finissez par vous priver de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout. Donc, alors après, c'est une question de temps, hein, on est tout à fait d'accord. Dans un premier temps, c'est l'État qui compense. Bon, très bien. Sauf que l'État qui compense, il compense comment? En s'endettant. Voilà. Donc, ça aussi, ça a des limites. Il ne faut pas penser que tout est illimité. Il n'y a que le QI de nos dirigeants qui sont limités.
Alors pour ceux qui écoutent BFM et Déliefix, je pense que vous avez tout compris. Par contre, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns à la salle qui ne savent pas ce que c'est qu'un QE, et là, ils ont dû être un petit peu embêtés. C'est la quantitative easing, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets, c'est-à-dire c'est quelque chose qui consiste à créer de la monnaie pour acheter des obligations émises par le Trésor public américain. C'est-à-dire que le Trésor émet des obligues, ça fait un petit tour chez Goldman Sachs, parce qu'il faut bien quand même qu'il prélève sa dîme, et ça revient généralement entre 3 et 4 jours plus tard dans les poches de la Fed pour ne plus bouger. Donc c'est pour ça que n'imaginez pas que ça va créer de l'inflation comme ça, etc. Ça ne rentre pas dans le système, ça fait juste un petit tour et puis ça revient chez papa. Et donc vous n'avez absolument aucune chance que ça provoque quoi que ce soit économiquement. Il n'y a que M. Bernard qui pense que ça va faire baisser le chômage. Ça va bien se passer, ils l'ont dit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, il y a des cycles économiques. Il y a des situations où les économies vont mal et où les gouvernements et où les banques centrales viennent les aider. Et donc, on a des cycles, croissance, décroissance, etc. Or là, on est arrivé dans un cycle où on nous dit qu'on espère que les résultats d'entreprise vont s'améliorer, où on nous dit que l'Europe va potentiellement sortir de la crise, où on nous dit beaucoup de choses dont on sait qu'elles sont fausses et qu'elles ne pourront pas se vérifier dans l'avenir, et on gagne du temps. On gagne une première année en disant que ça va s'arranger sur les entreprises qui virent du monde, on dit la deuxième année que ça va s'arranger au niveau des États et au niveau de l'Europe, ce qui ne sera pas le cas. On ne fait que gagner du temps. Et ce sont les banques centrales qui viennent au chevet des États. On a eu des gros problèmes en 2008, les entreprises se sont trouvées mal, les banques principalement, les États se sont portés au chevet des entreprises, les États se sont retrouvés dans la mouise, les banques centrales se sont portées au chevet des États, les banques centrales sont aujourd'hui dans la mouise. Le problème, c'est qu'il n'y a rien au-dessus. Et le problème, c'est que quand vous regardez... Oui, il y a nous, mais bon, l'esprit révolutionnaire français... il est bien loin, hein. Il est loin. Donc, ce qu'on voudrait, en fait, que vous compreniez, c'est que, tout ce qu'on vous raconte, déjà, il y a beaucoup de conneries. Notamment sur les améliorations des résultats d'entreprise, sur la reprise de la croissance européenne, etc. Tout ça, ce sont des chiffres améliorés, déguisés ou trafiqués. Et quand on vous dit ça, c'est parce qu'on a les vrais chiffres et qu'ils viennent d'instances gouvernementales ou de la BRI ou autre. Hein. On n'est pas détracteur forcément de l'ensemble des instituts économiques et statistiques qui existent dans le monde. Mais donc il faut bien se rendre compte à quel point on est dans une situation très particulière où en gros ça tient parce qu'on injecte 250 à 300 milliards par mois dans les marchés. Cela vous les retirez, ça va se passer très mal. Voilà. Donc on espère qu'une chose, c'est qu'effectivement, parce que la micro-tenue, peut-être que les États pourraient arriver à faire quelque chose si on prenait des décisions, plutôt les zones économiques américains, japonais, européens, et si ça s'améliorait vraiment, on pourrait réduire les quantitative easing et on pourrait inverser les vapeurs. Mais pour vous donner une petite image, en 2007, on a gonflé dans un ballon, enfin en 2006, 7, 8, et puis en 2008, le ballon aurait pu exploser. Sauf que faire exploser le ballon, ça veut dire faire sauter quelques États, beaucoup de banques et beaucoup de sociétés, et une crise sans précédent pour les particuliers, et enfin nous tous. Et plutôt que de faire ça, on a dégonflé le ballon, et on a regonflé le ballon de nouveau. Et aujourd'hui, ce ballon, c'est une baudruche, c'est limite une montgolfière, et on ne sait pas encore quelle sera la piqûre d'abeille qui la fera exploser, mais ça va faire mal. C'est pour cette raison, principalement, que même s'il y a 5, 7 ou 10% de hausse encore à prendre sur les indices, sachant ce qui peut derrière se passer, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas donc de mettre à profit cette hausse parce qu'elle induit un risque trop important sur mon portefeuille. Je préfère perdre à la vente que être à l'achat et avec un risque permanent, voire systémique, qui pourrait reprendre à tout moment. Donc on a parlé des résultats des entreprises. Les statistiques, je crois que ça va avec les résultats d'entreprise, tout simplement. Les statistiques sont mauvaises en Angleterre, mais Carnet dit qu'il va améliorer les choses. Elles sont mauvaises au Japon, mais le gouverneur de la Banque centrale nous dit qu'il va augmenter le QE. Elles sont mauvaises aux États-Unis, mais on dit qu'on va augmenter la planche à billets exactement. Donc tous les chiffres économiques sont moins bons qu'attendus. Je rappelle quand même que Goldman Sachs attendait 4,6% de croissance américaine cette année. On est à combien au final
croissance réelle, une fois soustraite les... Non, le chiffre qu'on donne à la télé. Ah, la télé. Les 2%. À la télé. Celui où on a Au journal de 20h, Pierre Chazal. Là où on a modifié le son, les images, pardon. Donc c'est 2,8, ouais. 2,8, voilà. Donc certes, il y a de la croissance, mais en gros, c'est 2,8% de croissance américaine. Déjà, ils sont bien inférieurs aux 4,6% qu'avait mandaté notre Banque mondiale, Goldman Sachs. Et en plus, ils sont inférieurs réellement aux 2,8%. Et ces 2,8% sont créés principalement par du quantitatif. Il faut absolument décortiquer les chiffres qu'on vous donne. Tous les chiffres qu'on vous donne. Quand on vous donne des chiffres sur le chômage, décortiquez-les. Il y a des moyens. C'est pas super compliqué. Hein. Vous tapez sur Google BLS et vous aurez tout le rapport. Alors, il faut se le taper en anglais, c'est pas drôle, mais ça n'empêche que vous avez tout le rapport. Sur le PIB, c'est exactement la même chose. Décortiquez-le. Regardez d'où vient la croissance. Quand vous avez, c'est exactement pareil dans tous les pays, quand vous avez M. Hollande qui crie victoire parce qu'on a fait plus 0,5 au deuxième trimestre, et en nous disant qu'on est sorti de la récession, il faut voir d'où viennent les plus 0,5. Les plus 0,5, c'est de la dépense publique, uniquement. Plus 0,5. Terminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une dette en face. Ça veut dire que ça n'est pas de la croissance. Donc, il faut mettre en doute, il faut aller chercher, confronter, regarder, faire des tests de cohérence pour savoir si on est en train de se foutre de vous comme d'habitude ou si c'est un chiffre qui est cohérent. Quand vous avez des exportations chinoises qui ne correspondent pas aux importations de l'autre côté et que les importations sont de la moitié de ce qui est annoncé en exportation, il y a juste un problème. Soit les bateaux ont coulé, soit il y a un souci. Bon, donc il faut regarder ça et être critique vis-à-vis de ces chiffres en disant peut-être qu'on a fait x2 sur les exportations et donc ça voudrait dire qu'a priori le PIB peut-être qu'il est gonflé du double de ce qu'il est réellement. Voilà, en gros, je pense que la croissance réelle chinoise aujourd'hui, elle est de 3,5-4, elle n'est pas de 7 ou 7,5. Donc, attention, et ça, c'est partout. Il faut regarder, il faut être critique vis-à-vis des chiffres qu'on vous donne et pas vous faire balader du nez par des chiffres bidonnés. Pour vous donner un chiffre simple, il y a 2-3 mois, les États-Unis ont créé 150 000 emplois. Il y avait 50-70 000 serveurs et professions de l'hôtellerie. Sur 2 jours. Oui. C'est toujours ça, c'est-à-dire que là aussi, il y a les chiffres en quantité, puis il y a les chiffres en qualité. C'est-à-dire que engager un gars qui est un ingénieur, etc., qui est payé 60 ou 80 000 $ par an, c'est pas engager un serveur dans un bar qui va travailler à temps partiel et qui va être payé 15 000 $ par an. C'est pas la même chose. Donc, et sur la croissance du pays, c'est pas la même chose non plus. Donc, attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut aller creuser, il faut aller regarder. Et tous les renseignements sont là. Autant en Europe, vous ne les avez pas, vous avez des difficultés à les avoir parce que statistiquement, on n'est pas très au point. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, vous jugerez vous-même. Mais aux États-Unis, en revanche, vous avez absolument tout qui est décortiqué, détaillé, etc. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de les avoir. Les chiffres, on les a tous. Maintenant, il faut se donner la peine de les regarder. C'est autre chose. Aux États-Unis, on a cité le BLS. Pour ceux qui ne connaissent pas, la signification de l'acronyme, c'est Board of Labor Survey, une enquête très détaillée. La variable que je suis, moi, c'est le taux de participation de la population active. Tandis qu'on créait 200 000 emplois au mois d'octobre, on a eu cette espèce de trou d'air, après 3 mois d'ailleurs de stabilisation sur les pires niveaux depuis 1981, qui était de 63,2, c'est ça. Et on est tombé d'un seul coup à 62,8. On n'a jamais vu ça. Enfin, bientôt on sera très proche du nombre d'or, c'est-à-dire 61,8 pour 40% quasiment de gens qui n'ont pas de travail, qui sont dans des espèces de parkings sociaux. Ça fait 932 000 Américains qui sont sortis des stats. Presque 1 million. Ouais, en
c'est pas rien. En tout, depuis la fameuse reprise, depuis 2009, c'est plus de 5 millions d'Américains qui ne figurent plus. Tout à fait. Là, je te parlais juste du trimestre, du dernier chiffre. Non, c'est absolument colossal. Et ça pèse sur les finances locales aux États-Unis. Je vais en dire juste un petit mot, mais après ça, on reviendra au cœur du débat. Donc, qu'est-ce qui prend en charge, ou qui prend en charge la misère extrême, qui prend en charge aujourd'hui les quasiment 50 millions d'Américains qui sont au food stamps, ce fameux bon d'alimentation comme on en avait juste après la Seconde Guerre mondiale en Europe, en grande partie des organisations caritatives, et puis bien sûr les municipalités. Avec toutes les foreclosures, toutes les saisies immobilières, il y a beaucoup moins également de contribuables à l'échelon local pour payer les taxes, pour payer le fonctionnement de la vie locale. Donc on a un déséquilibre terrible aujourd'hui entre ce que les municipalités déboursent pour aider les gens à survivre. Sinon je pense qu'effectivement ils s'empareraient de fourches, voire d'armes peut-être un petit peu plus dissuasives. Il y a ça, et d'autre part, il y a la paupérisation de la population. Alors je ne parle pas de ceux qui sont sortis du système, moi je parle de ceux qui ont encore un salaire et qui ont surtout de l'épargne. Parce que les quantitative easing, bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils abaissent considérablement le rendement de la dette. Ce rendement, c'est ce que l'on sert aux retraités. Donc on a, aux États-Unis, des retraités qui ont des pensions peau de chagrin. On a des épargnants qui ne veulent pas prendre de risques avec la bourse, qui se placent également avec des rendements peau de chagrin. Et on a des municipalités qui doivent financer les homeless, etc. Résultat des courses, on a beaucoup de municipalités aux États-Unis qui sont en faillite. Alors, on a beaucoup entendu parler de Detroit.